Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Ceci est l'épisode 4. La vache, l'autre meilleur ami de l'homme. Les Germains ne sont ni des surhommes, ni des guerriers implacables dont la culture est insoluble dans le monde romain. Des hommes qui seraient programmés pour écraser leur adversaire. Mais ce peuple, ou plutôt ces peuples et ces tribus, malgré leur division et leur incapacité à s'unir, représentent tout de même une véritable énigme pour les Romains. Les décrire est un défi, les comprendre une illusion. Essayons tout de même de nous mettre dans la peau d'un Germain du 1er siècle l'espace d'un instant. Un Germain typique, on va l'appeler Hermann, juste pour le fun, même s'il est probable que ce n'est pas un nom usuel pour l'époque. Quelle serait donc la vie d'Hermann si nous pouvions, pour un instant, revenir en l'an 98 en Germanie ? Hermann est un homme occupé. Pas une célébrité, pas un mercenaire redoutable, juste un homme occupé. Il ne mène pas une vie extraordinaire. Hermann n'est pas un chef de guerre avec une armée de combattants à son service. Ce n'est pas non plus un aventurier expert en art de la guerre. Il n'a pas fait de belle carrière de gladiateur à Rome ou tout autre métier improbable pour l'époque. D'ailleurs, de toute sa vie, il ne s'est jamais beaucoup éloigné de sa maison, tout au plus quelques kilomètres. Il n'est ni un combattant d'élite, ni un pillard assoiffé du sang des Romains, quoi que puissent raconter les auteurs latins sur le sujet. Hermann et sa femme ont d'autres soucis sur les bras la majeure partie de leur temps que de planifier un raid en Gaule ou en Pannonie. Déjà, il faudrait qu'ils sachent où ça se trouve et ce qu'il peut y avoir de très intéressant à piller là-bas. L'existence même de ces endroits est évoquée de temps en temps lorsque des marchands de passage donnent des nouvelles. Mais Hermann ne s'en fait probablement qu'une idée très confuse. Non, le souci quotidien d'Hermann, ce qui l'occupe du matin au soir et qui l'empêche souvent de dormir, c'est tout bêtement de savoir ce qu'il va manger. Alors parce que sa femme lui a préparé pour le dîner, les repas sont généralement tous les mêmes, sauf occasion festive exceptionnelle chez les Germains. Non, ce qui inquiète Hermann, c'est ce qu'il va manger au printemps prochain, lorsqu'il aura fini toutes les réserves de l'hiver et que les nouvelles récoltes seront encore sous terre ou à peine sorties. Enfin Xavier, on sait bien ce qu'ils allaient chercher en Pannonie. Des sandwichs. Mais bon, blague à part, je vois où tu veux en venir. Avant de se lancer dans la chronique des exploits militaires des Francs et des Mérovingiens, tu veux nous rappeler que la société germanique est avant tout une société agricole. J'imagine bien que le véritable monde des Germains, celui où naîtront les Francs, est assez loin de l'image classique des guerriers farouches se jetant en masse à l'assaut du limes. C'est bien ça ? Eh oui, Hermann n'est pas un guerrier d'élite professionnel, ni un homme des bois d'ailleurs, qui ramènerait du sanglier pour le midi. La chasse, c'est une partie infime de son alimentation. D'accord, vivre près des forêts donne parfois des opportunités pour Hermann et les siens de prendre au piège quelques animaux. Cerfs, sangliers ou nuisibles qu'on attrape à rôder autour des silos à grains. Mais la pratique est compliquée, incertaine et pas très productive. Chasser est une activité qui divertit peut-être les hommes riches de son pays, mais qui n'est juste pas assez efficace pour nourrir une famille. Et Hermann ne vit pas dans une ville non plus. De toute façon, il n'y a aucune ville dans la région où habite Hermann, et il n'en connaît pas, sauf celle dont il a entendu parler par les commerçants qui sont allés plus loin, au sud, là où vivent les Romains. Mais qu'est-ce qu'il irait faire dans une ville de toute façon ? Qu'est-ce qu'on peut cultiver là où on vit entassé avec des centaines d'autres hommes ? Comme la plupart de ses congénères, Hermann est un fermier. Et ses soucis sont principalement ceux d'un homme qui dépend des récoltes et des produits de la ferme pour vivre. Labourer ses champs,
Récolter les moissons, les stocker pour l'hiver, gérer les bêtes, c'est ça la préoccupation principale de Hermann. La majeure partie de l'année. Enfin, la quasi-totalité de l'année en fait. Et quand il n'est pas au champ en train de travailler, Hermann rentre dans sa ferme. Une grande bâtisse en bois, regroupée avec une quinzaine d'autres au sein d'une petite colonie. Une vingtaine d'autres familles vivent ensemble dans son village. Sa maison, généralement une bâtisse rectangulaire avec un toit en chaume, dispose d'une grande entrée centrale et d'une sortie dans le toit pour la fumée du foyer. Lui et sa famille vivent dans la pièce centrale, les animaux dans les ailes de la maison pour optimiser la diffusion de chaleur dans la partie habitée. Des maisons construites avec du matériel facile à trouver en Germanie, le bois. Un matériau parfaitement adapté à leur vie rurale. Simple, pratique et renouvelable. Les constructions sont en bois, les foyers sont alimentés en bois, l'outillage est en bois. Enfin, la vie quotidienne dépend du bois à la base. Donc le monde des Germains du 1er siècle est un monde agricole principalement. Un univers où le défrichage de la forêt est une activité courante pour Hermann et ses copains bûcherons. Pour récupérer la matière première, mais surtout pour dégager des terres arables. En gros, on est plus près des compétitions de bûcheronnage sur la scène L'équipe que l'image de Daniel Day-Lewis en homme des bois dans le dernier des Mohicans. Désolé mesdames. C'est l'autre avantage de couper de la forêt pour Hermann. Récupérer le bois, c'est aussi dégager des terres agricoles, car son alimentation et celle de sa famille dépendent en grande majorité de la culture de l'orge et du blé. Ces deux céréales sont relativement bien adaptées et faciles à cultiver sur les terres froides comme au nord de l'Europe. Les ancêtres d'Hermann ont appris à faire pousser et à récolter ces deux plantes à grande échelle pour assurer leur subsistance. Mais bon, ça nécessite quand même pas mal d'espace pour rendre assez de grains à même de faire vivre une famille. Si elles sont résistantes et bien adaptées au climat local, la productivité par hectare du blé et de l'orge n'est pas la qualité première de ces céréales. Mais c'est quand même la base de la nutrition de Hermann. Enfin, pour être exact, sa nourriture quotidienne, c'est du gruau. Une préparation à base de grains de céréales cuits pour en faire une pâte chaude et robuste. Une bouillie cuite dans sa chaumière et ingérée matin, midi et soir. Sans gruau, aucune famille ne peut survivre dans son village. Le mot même en français, gruau, qui sonne si joliment à nos oreilles, vient directement du langage germanique et du mot grain dans cette langue. Pas la plus fameuse invention culinaire du premier millénaire, mais une pâte effectivement bien nourrissante quand même, dont Hermann et sa famille se régalent toute l'année. Oui, enfin moi je vais te dire, il y a surtout un autre gros avantage à la culture du grain. C'est le procédé de fermentation. Et oui, quelque chose me dit qu'Hermann et tous les villageois maîtrisent ça à la perfection. Parce qu'une partie de la production, celle qui ne finit pas en gruau justement, va probablement dans la production de la boisson favorite d'Hermann. La bière évidemment, ou du moins son ancêtre. Boisson quotidienne d'Hermann, qui au-delà de son potentiel récréatif quand on la consomme à la bonne dose, se conserve bien sans trop s'abîmer dans les fûts en bois. La boisson bio avant l'heure en fait. Et puis Hermann a une deuxième raison pour défricher régulièrement la forêt. Cette raison, c'est le bétail. Hermann élève des bœufs, des troupeaux entiers de bovins, et des chèvres, des porcs, des chevaux et des moutons aussi. Mais en priorité, des bœufs, c'est-à-dire des bêtes qui ont besoin de brouter des champs pour assurer leur subsistance à longueur d'année. Et pour Hermann, les bœufs, qu'on ne s'y trompe pas, c'est un animal sacré, au sens propre comme au figuré. Déjà, sa vache produit du lait dont la consommation est très appréciée dans tout le pays. Hermann en raffole, sous la forme de lait caillé d'ailleurs, qu'il trouve peut-être s'harmonisant bien avec le gruau, même si ça dégoûte les Romains délicats du Sud vraisemblablement. Et aussi, évidemment, il y a la production de viande. Donc la contribution directe des bovins dans l'alimentation des Germains est significative pour compléter les céréales. Mais il y a une contribution indirecte des bœufs tout aussi importante pour Hermann et son alimentation. Sa vache produit du lisier, l'engrais naturel d'excréments de bovins, un moyen naturel efficace pour fertiliser les champs. C'est ainsi que le système agricole d'Hermann et de tout son village fonctionne, comme une mécanique bien huilée, avec la moitié des terres en jachère où il laisse brouter ses bœufs, qui vont lui fertiliser ses champs pour la prochaine saison. Et Jean-Claude Van Damme aurait dit qu'il manquait juste les cacahuètes pour avoir un cycle parfait. Peut-être certains d'entre vous ont-ils la référence. Alors, je trouve ta version de l'agriculture antique germaine
un peu trop belle, un peu trop idyllique. Même si les mécanismes généraux sont ceux-là, jachère, un peu d'élevage, mais pas pour tous, céréales, et puis un peu de chasse et de cueillette en plus pour compléter tout ça, ok. Mais la plupart des experts pensent quand même que la vie rurale de Germanie n'était pas si simple, et que le système ne produisait pas un énorme surplus agricole. Apparemment, on est même loin des résultats de l'Empire romain, qui était déjà aléatoire. Alors ne donnons pas une image trop belle de la vie pastorale et bucolique d'Hermann. C'est vrai, ces mécanismes fonctionnent à l'échelle du pays, mais ne font pas de la Germanie un espace florissant où tout le monde doit manger tout le temps à sa faim. D'où l'importance pour Hermann de prendre soin de ses biens et en premier lieu de ses bovins. Par exemple, les cultures de céréales que sont l'orge et le blé dépendent largement de l'utilisation de la charrue pour retourner assez de terre et permettre un ensemencement correct. La charrue, ou plus précisément l'arère, c'est l'équipement agricole de pointe pour les tribus germaniques. En labourant avec une planche en bois légère, la traction de ces engins par des bovins pour sillonner les terres avant l'ensemencement est critique. Et pour exploiter les terres rugueuses de l'Europe du Nord au sol dur, rien ne peut remplacer ces bêtes. Alors pour Hermann et ses voisins, sa vache est vraiment son meilleur ami. Sans elle, la survie dans sa ferme serait extrêmement difficile, voire impossible. Une vache, c'est plus qu'un animal parmi d'autres pour les paysans du Nord. C'est le signe manifeste de la puissance, du statut social et de la richesse. On comprend maintenant mieux pourquoi, pour les Germains, le bœuf est un animal essentiel. Ils en sont même prisonniers d'une certaine façon. Et on y reviendra plus tard dans ce podcast, mais l'aspect symbolique de cet animal dans la culture franque et germanique en général est critique. Rappelez-vous de cela quand on parlera un jour des soi-disant rois fainéants mérovingiens traînés par des chars à bœufs, les fameux chariots du peuple. La propagande des Carolingiens était sûrement bien fichue, mais ne les croyez pas sur parole. Atteler son char royal à des bœufs, pour les lointains successeurs d'Hermann, n'a vraisemblablement rien à voir avec la paresse. Mais en tout état de cause, on est clair que les Germains ne sont pas exactement des ersatz de Conan le barbare. Notre image simpliste du Germain sous l'Empire romain est sans doute un peu causée par une mauvaise association de son image avec celle d'autres migrants plus tardifs, comme les Huns, dirons-nous. La vérité, c'est que le Germain du 1er siècle est d'abord et avant tout un agriculteur. Mais attention, on ne devrait pas remplacer le mythe du barbare nomade à cheval, qui n'est donc qu'un mythe, par une autre image tout à fait simpliste et tout aussi fausse. D'abord, celle du bon fermier, à la vie rurale simple, le Germain libre et généreux, qui partage tout avec son frère et vit dans une communauté un peu hippie avant l'heure. Le rêve du bon sauvage en Germanie. Cette idée peut être induite par la belle image pastorale soulignée par Tacite, qui met en valeur leur vie simple et leur dédain de l'argent. Enfin, sauf pour mentionner quelques tribus que Rome a déjà commencé à corrompre. Mais ça, c'est Tacite et son biais naturel sur les mœurs pures des Germains que le luxe romain serait en train de gangréner. C'est vrai, les Germains ne fabriquent pas de monnaie. Leur économie reste rudimentaire à base de troc principalement. Mais la simplicité ne veut pas dire le communisme. La richesse existe aussi. L'accumulation de biens, et de par là de pouvoir, est présente autant en Germanie qu'à Rome. Et rien ne semble prouver que l'âpreté au gain serait moins forte dans une société qui n'a pas de système monétaire. Générosité ou avarice, le sens des affaires, tout ça s'exprime juste d'une autre manière qu'avec des pièces. Car la société germanique semble avoir son lot d'inégalités, comme n'importe quelle autre société d'ailleurs. Tacite comme l'archéologie confirme que peu à peu, même dans une société rudimentaire, certains finissent par s'élever dans la communauté et par prendre un poids économique et politique plus important que d'autres. Une noblesse, autant qu'on puisse la nommer ainsi comme le font les Romains. Une noblesse donc qui a fini par s'établir à la tête des communautés germaniques en ce 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, malgré la belle description de Tacite, tu nous expliques que la société germanique était aussi très inégalitaire. Et moi qui pensais que tout ça, c'était la faute du système bancaire moderne. Mais est-ce là l'origine de notre vision d'une société germanique dominée par des des nobles, à la tête de troupes militaires de pointe ou simplement dirigeant les communautés rurales? En effet, on détecte bien dès cette époque la présence d'une noblesse politique et guerrière, de petits chefs locaux qui dominent la société. Ces petits chefs occupent d'ailleurs la majorité du texte de Tacite.
C'est d'ailleurs leur description, en long et en large par le romain, qui peut donner une fausse impression, celle d'une société totalement militarisée, occupée seulement au pillage et à la guerre. Alors, cette élite existe cependant, et elle vit effectivement confortablement en dominant la société germanique composée des paysans comme Hermann et des autres groupes sociaux, que ce soit les esclaves ou les semi-libres sur lesquels on ne s'est pas arrêté. Mais ça ne reste qu'une petite élite, une petite minorité qui a su s'imposer au-dessus du peuple par la richesse ou par la guerre. Ou les deux, vu que les deux aspects fonctionnent parfaitement en conjonction. Je t'arrête, Xavier. La société est quand même plus complexe que cela, avec une plus grande mobilité sociale, je dirais. Je m'explique. Par opposition à Rome, où la structure de la société est bien établie et tenue en main par les puissants, la société germanique semble avoir été plus souple, certes avec des nobles, des hommes libres et des esclaves, mais avec le pouvoir des chefs dépendant de l'aval des hommes autour d'eux. Pour illustrer, je m'imagine que la société germanique ressemblait un peu à ce que l'on voit maintenant très souvent dans les séries pseudo-historiques sur Netflix et consorts comme Viking ou Last Kingdom, où les statuts entre les deux groupes d'hommes libres peuvent très vite changer au gré des succès et autres aléas militaires. Cette mobilité sociale est tout à fait probable. Tout indique que la structure sociale devait changer assez souvent dans une société tribale. En tout cas, bien plus qu'à Rome. Mais pour Hermann et pour la plupart des paysans, cette transformation ne se produit pas tous les 4 matins et ne change pas la dureté de sa vie au quotidien. Pour qu'une petite minorité, qu'elle soit noble ou guerrière, puisse dominer la tribu à un instant T, cela signifie qu'une majorité dans laquelle se trouve Hermann doit suer pour les faire vivre. D'ailleurs, entre les lignes d'une petite phrase de Tacite, on comprend assez bien le type de société et d'économie auquel on a affaire. Tacite explique, et je cite, il est d'usage que les cités offrent à leurs chefs un don en troupeaux et en grains, auquel on contribue par tête et qui est reçu comme un honneur pour subvenir aussi à leurs dépenses. Alors, à la première lecture, on comprend que pour Tacite, le point important ici, c'est l'absence de monnaie chez ces primitifs de Germain, remplacés par des grains ou des troupeaux. C'est vrai, on l'a dit, les Germains ne produisaient pas encore significativement de la monnaie à ce stade, l'utilisation de l'argent étant sans doute limitée aux nobles et aux marchands, ceux qui commerçaient avec l'Empire notamment. Mais l'absence de monnaie n'est pas l'absence d'économie de marché. C'est encore là une utilité supplémentaire du bétail, et Tacite confirme que les troupeaux sont la vraie richesse des Germains, leur principal moyen de valoriser les échanges. C'est sans doute réducteur, mais il ne l'a pas inventé non plus. En synthèse, l'élevage du bétail est synonyme de richesse pour un germain. D'ailleurs, le mot franc pour bétail est feu. Et de cette racine germanique va être issu le terme français fief, pour désigner un territoire et sa richesse attribuée par un seigneur à un autre homme, ainsi que le mot anglais fee, qui signifie frais à payer. Tout un symbole en somme. Mais il y a une deuxième leçon à tirer. C'est qu'il ne faut pas se tromper sous le sous-titre de cette petite mention de Tacite. Il est d'usage que les cités offrent à leur chef un don en troupeau. La nature volontaire entre guillemets du cadeau, offert au chef pour leur honneur, est sans doute une vaste blague. Une vision romaine du monde où il est tout à fait naturel que les pauvres soient exploités par un système fiscal sans pitié pour servir les riches et les puissants. Non, en réalité, c'est juste une bonne vieille technique de prélèvement obligatoire appliquée dans une économie primitive. Au mieux, on dira des impôts à la source pour financer un embryon de force de sécurité. Au pire, du racket organisé par un chef de bande pour une soi-disant protection. C'est ça le quotidien de Hermann et de l'immense majorité de ses congénères. Essayer de vivre avec des bandits mafieux armés qui tiennent le pays. Et cette structure a un impact direct sur sa vie au quotidien. Car bien entendu, dans un monde agricole antique, sans techniques sophistiquées et modernes pour enrichir la terre, sinon le lisier animal, la productivité des terres est tout de même faible, comme on l'a expliqué. L'économie agricole germanique a quand même en ce premier siècle une efficacité limitée. Et si en plus un système de prédation se superpose à ces faiblesses structurelles, l'impact est immédiat. D'ailleurs, le travail des archéologues a mis en lumière des réalités qui n'apparaissaient pas dans le texte de Tacite sur le mode de vie des peuples de l'époque. Il y a très souvent des famines, et de nombreux Germains souffrent de malnutrition, résultant dans une espérance de vie considérablement réduite. À la vérité, l'état de santé des Germains est souvent médiocre, et les nobles qui tiennent le pays n'arrangent sans doute rien à la vie d'Hermann.
Décidément, sa vie est tout sauf une aventure amusante. Donc si je comprends bien, l'économie fonctionne sur presque rien au final. C'est un équilibre misérable à la merci de la bonne santé du troupeau ou de la quantité de pluie au printemps. Comme on n'est pas au soleil, elle doit être bien pénible, cette misère. Mais même fragile, cette économie fonctionne quand même. Sans doute pas assez pour produire énormément de richesses, ni d'ailleurs pour vraiment intéresser les Romains à s'embêter à investir dans une colonisation au vu du faible potentiel économique de la région. Mais ça fonctionne juste assez pour faire vivre les quelques millions d'hommes et de femmes des tribus germaniques de l'époque. Et profiter surtout à la petite élite noble et guerrière qui s'est imposée sur le pays. Hermann a une vie difficile quand même. Une vie âpre pour assurer sa propre subsistance et fournir aux chefs de sa communauté et à leurs troupes une part importante de ses biens, pour leur permettre à eux de vivre sans trop d'efforts. Mais c'est la vie d'Hermann quand même. Les villages des Germains se perpétuent d'ailleurs sur les mêmes sites depuis des générations. Des petites communautés qui se succèdent avec les mêmes conditions de vie pénibles et difficiles sur des décennies, voire des siècles. En dépit de tout, les hommes ont développé une société et une économie à peu près suffisante pour pouvoir élever leurs enfants, pour vivre avec leurs proches et payer leurs contributions. Une économie très rudimentaire donc, étalée sur des milliers de kilomètres. Une société rurale sans cité, sans organisation politique centralisée, sinon localement, et sans monnaie. Un monde sans doute pas assez intéressant pour que Rome fasse vraiment l'effort de tenter une colonisation à ce stade. Mais inversement, une société qui fonctionne quand même et dans laquelle Hermann prend sa place et ne semble pas obsédé par l'idée de devoir changer de vie absolument demain matin. Pour Hermann, sa priorité au quotidien, c'est vraiment de chercher à survivre jusqu'au lendemain ou à la prochaine saison. Seuls les nobles et les leaders militaires qui dirigent sa tribu peuvent profiter de la vie grâce à son travail et planifier leur prochaine vengeance contre la tribu voisine qui continue de les défier, qu'elle soit sur la rive gauche ou la rive droite du Rhin. C'est ça l'univers des Germains au 1er siècle. Une économie agricole de subsistance qui soutient à bout de bras une société militaire. Donc pour conclure, il semble peu crédible à ce stade que la société germanique dans son ensemble ait été en train de planifier la grande invasion de Rome le soir au coin du feu. La structure de l'économie, le monde rural auquel les Germains dans leur immense majorité se rattachaient, tout ça semble indiquer un monde assez occupé par ses propres problèmes pour ne pas aller chercher des noix à son voisin puissant du sud. Et pourtant, les Germains ont quand même fini par s'attaquer à l'Empire romain, non? Oui, enfin plus ou moins. Et surtout, plus tard de manière massive, mais on y reviendra dans ce podcast. On imagine toujours trop facilement que devenir un barbare pillard de l'Empire était une chose naturelle et facile pour un Germain du 1er siècle. Mais rien n'est moins sûr. Personne n'aime trop sauter à pieds joints dans l'inconnu et laisser derrière lui une vie paisible, avec sa famille et du gruau bien chaud sur la table. C'est peut-être ça le véritable mythe des invasions barbares qu'il faut jeter aux oubliettes. Hermann et ses voisins ne rêvaient sans doute pas du matin au soir d'enfourcher leur monture et d'aller piller Rome. Non seulement ils n'avaient pas beaucoup de chevaux, mais en plus, ils ne connaissaient sans doute pas grand-chose de Rome. Et surtout, comme la plupart des hommes de la plupart des époques, leur priorité était leur survie immédiate, la leur, celle de leur famille et de leurs enfants. Pour décider de changer totalement de vie et de lieu, pour prendre ce risque, il faudrait un véritable bouleversement dans l'univers de Hermann. Car tenter l'aventure de l'invasion militaire exige des ressources de motivation puissantes pour n'importe qui. Soit la ferme conviction que le monde lointain à les piller est une opportunité intéressante ou facile à saisir, soit que les conditions de vie immédiates sont en train de devenir insupportables, justifiant de tout abandonner derrière soi, soit les deux en même temps. Et au 1er siècle, rien ne semble indiquer que ces conditions soient vraiment réunies en Germanie pour la plupart des paysans qui vivent ici. Mais dès cette époque, ces mécanismes commencent tout doucement à percer. La compréhension qu'un univers riche, au-delà de toute mesure, est à leur porte, est en train de naître. Les échanges avec Rome, les interactions font progressivement grandir le pouvoir d'attraction de ce monde à leur porte. Un monde d'une puissance redoutable et d'une organisation sans pareille, qui doit apparaître comme incroyablement complexe pour les Germains et difficilement accessible. Mais en même temps,
la pression se fait de plus en plus forte sur les Germains qui bordent la frontière. Non seulement la population germanique augmente peu à peu dans son ensemble, mais en plus, certains autres peuples commencent à se mettre en mouvement pour presser ceux qui se trouvent sur le bord du Limès avec Rome. On y reviendra, mais tous ces mécanismes qui se combinent sur les peuples germaniques vivant à l'est du Rhin vont bientôt tout changer la donne, pour eux comme pour l'Empire. Mais en attendant, c'est un autre jour de boulot qui attend Hermann demain matin. Et ce soir, au coin du feu de leur ferme située pas loin du Rhin, notre Germain ne discute probablement pas de Rome et de ses prochaines extensions possibles de son empire, ni de la déstabilisation politique et commerciale qu'engendre la construction de fortifications toujours plus imposantes à la frontière du Rhin. Non, ce soir, dans la famille d'Hermann, on débat plutôt pour savoir qui va aller s'occuper des champs ou traire la vache demain matin. Tout ça en sifflant une petite bière. Prost! Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.